Bienvenue dans l'Ondé, le podcast de lecture. Alors on a passé la barre des 100 abonnés, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. En plus vous êtes quelques-unes et quelques-uns à interagir dans les commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, ça aussi c'est super, c'est très motivant. Alors on est dans le chapitre 4 de Crime et Châtiment de Dostoïevski, je vous souhaite une bonne écoute. Cette lecture l'avait profondément ému. Quant au point principal, cependant, il n'en douta pas un instant, même pendant qu'il lisait la lettre. La question en elle-même était résolue pour lui, et résolue définitivement. Ce mariage ne se fera pas tant que je vivrai, et au diable le sieur Lougine. Car c'est évident, murmurait-il, souriant et supputant d'avance, avec méchanceté, le succès de sa décision. Non, la maman, non, Dounia, vous ne m'abuserez pas. Et elles cherchent encore à s'excuser de ne m'avoir pas demandé mon avis et d'avoir décidé l'affaire sans moi. Comment donc? Elles pensent qu'il n'est plus possible de rompre maintenant. Possible ou pas possible, nous le verrons bien. Quelle excuse capitale, car c'est un homme d'affaires, Piotr Petrovitch, un homme tellement affairé qu'il ne peut se marier autrement qu'en chaise de poste, voire en chemin de fer. Non, Dounietchka. Je vois tout et je sais tout ce que tu as à me dire. Je sais à quoi tu as réfléchi toute la nuit, en marchant de long en large dans la chambre, et pour qui tu as prié devant l'icône de Notre-Dame de Kazan, qui se trouve dans la chambre à coucher de la maman. Il est bien dur de gravir le Golgotha. Ainsi donc, c'est décidé, définitivement. Vous épousez un homme d'affaires, un homme positif, Avdotia Romanovna, un homme qui possède son capital propre, qui possède déjà son capital propre. Cela fait plus posé, plus impressionnant. Il travaille dans 2 entreprises et il partage les convictions de nos dernières générations, comme écrit la maman. Et il est, croit-elle, bon, comme remarque Dounia elle-même. Ce croit-elle, c'est plus splendide que tout. Et cette même Dounietchka va épouser ce croit-elle. Splendide, splendide. Curieux, quand même. Pourquoi la maman m'a raconté ces nouvelles générations? Est-ce simplement pour définir le personnage ou dans un but plus éloigné, me disposer favorablement à l'égard de Lougine? Ah, les malignes. Il serait curieux d'élucider une circonstance encore. Jusqu'à quel point se sont-elles ouvertes l'une à l'autre, ce jour-là, cette nuit-là, et pendant tout le temps qui a suivi? Tous les mots ont-ils été prononcés entre elles, ou bien toutes deux ont-elles compris qu'elles ont la même chose sur le cœur et dans l'esprit, qu'il n'y a plus rien à dire et qu'il est inutile de parler? C'était probablement bien ainsi, on voit ça à la lettre. Il a semblé rude à la maman, un peu, et la naïve maman ne va-t-elle pas faire des réflexions à Dounia? Et celle-ci, évidemment, s'est fâchée et a répondu avec quelque dépit. Comment donc? Qui ne se mettrait en rage quand l'affaire est évidente, sans tergiversation possible, alors que c'est déjà décidé et qu'il est inutile de parler? Et que m'écrit-elle là? Aime Dounia, Rodia, car elle t'aime plus qu'elle m'aime. N'est-ce pas le remords qui la tourmente secrètement? Le remords de s'être résolue à sacrifier sa fille à son fils? Tu es notre espoir, tu es tout pour nous. Ah, la maman! La colère montait en lui, de plus en plus, et s'il avait en ce moment rencontré M. Lougine, il lui semblait qu'il l'aurait tué. C'est vrai, continua-t-il, suivant le tourbillon de sa pensée. C'est vrai que, pour connaître quelqu'un, il faut prendre contact progressivement et prudemment. Mais M. Lougine est clair. Surtout, c'est un homme affairé et, croit-elle, bon. Ce n'est pas une paille, il prend le transport des bagages sur soi. Il fait parvenir le grand coffre à ses frais. Comment ne serait-il pas bon? Et elles deux, la fiancée et la mère, louent un moujik, avec une télègue couverte de nattes. Je sais comment cela va, là-bas. Ce n'est rien, il n'y a que 90 verstes. Et de là, nous continuerons très bien en 3e classe. Quelques 1000 verstes, et c'est raisonnable. Bien obligé de faire avec ce que l'on a. Mais, monsieur Lougine, et alors quoi? Elle est quand même votre fiancée.
Et vous ne pouviez pas ne pas savoir que la mère emprunte de l'argent sous la garantie de sa pension. Évidemment, vous avez ici une affaire commerciale commune, une entreprise à avantage absolu et à parts égales. Alors, les frais par moitié, le pain et le sel en commun, mais le tabac séparément, d'après le dicton. Pour ce cas-ci, l'homme d'affaires les a tant soit peu trompés. Le bagage coûte moins cher que leur transport personnel et sans doute même ne lui coûtera-t-il rien du tout. Ne voit-elle donc rien ou ne veulent-elles pas voir? Et pensez que ce ne sont là que de petites fleurs et que les véritables fruits sont encore à venir. Quelle est la question importante ici? Ce n'est nullement l'avarice, la rapacité, mais le ton de tout cela. Car c'est cela, l'avenir. C'est ce qui sera après le mariage. Ceci est augural. Et la maman, pourquoi triomphe-t-elle en somme? Avec quoi va-t-elle arriver à Pétersbourg? Avec 3 roubles d'argent ou avec 2 billets, comme dit l'autre? La vieille. De quoi espère-t-elle vivre à Pétersbourg ensuite? Car elle a déjà pu deviner, je ne sais selon quels indices, qu'il lui sera impossible de vivre avec Dounia après les noces, même au début. Le cher homme s'est sans doute trahi ici. Il a fait ses preuves, quoique la maman s'en soit défendue, mais, dit-elle, je refuserai. À quoi pense-t-elle? Sur qui compte-t-elle? Sur les 120 roubles de la pension, à diminuer de la dette à Afanassi Ivanovitch? Elle tricote bien ses fichus d'hiver, et elle brode des manchettes en usant ses vieux yeux. Mais ces fichus-là n'augmentent la pension que de 20 roubles par an, je le sais bien, moi. Alors, c'est quand même sur la noblesse de Monsieur Lougine qu'elle compte. Il m'invitera de lui-même. Il te suppliera sans doute, compte dessus, et c'est ainsi que cela se passe, chez les admirables âmes à la Schiller. Elle vous orne le personnage de Plume de Pan, jusqu'au dernier moment. Elle compte sur le bien et non sur le mal, quoiqu'elle pressente le revers de la médaille, mais jamais elles ne se diront le mot véritable. Sa seule pensée les crispe, elle se défend de la vérité des pieds et des mains, jusqu'à ce que le personnage ainsi orné leur pose lui-même un crapaud dans l'assiette. Il serait curieux de savoir si M. Lougine est décoré. Je parie qu'il a l'ordre de Sainte-Anne, et qu'il le porte au dîner d'entrepreneurs et de marchands. Et il le portera sans doute au mariage. Après tout, qu'il aille au diable. Laissons la maman, que le Seigneur soit avec elle, c'est ainsi qu'elle est. Mais Dounia, que faites-vous? Dounia chérie, je vous connais. Vous aviez déjà 19 ans passés, quand je vous ai vu la dernière fois, mais je vous avais déjà comprise. La maman écrit que Dounietchka saura beaucoup supporter. Si elle a su supporter M. Svidrigaïlov avec tous ses désavantages, c'est que, réellement, elle sait supporter beaucoup. Et maintenant, vous avez imaginé, avec la maman, que vous saurez supporter aussi M. Lougine? M. Lougine, qui expose les avantages de prendre femme parmi les miséreuses à combler de bienfaits par le mari, et qui l'expose presque à la première entrevue. Mettons que cela lui ait échappé, bien qu'il soit un homme rationnel, mais alors, peut-être que cela ne lui a pas échappé du tout, et qu'au contraire il avait l'intention de s'expliquer le plus rapidement possible. Et Dounia, alors, Dounia, elle. Pour elle, l'homme est clair, et il faudra vivre avec cet homme. Elle aurait mangé du pain noir et bu de l'eau, mais son âme, elle ne l'aurait pas vendue. Mais sa liberté morale, elle ne l'aurait pas échangée contre du confort, ni donnée pour tout le Schleswig-Holstein, et non seulement pour M. Lougine. Non, Dounia n'était pas ainsi, tant que je l'ai connue, et, évidemment, elle n'a pas changé maintenant. Est-il nécessaire de le dire, les Svidrigaïlov, c'était pénible. C'était pénible de traîner toute sa vie comme gouvernante, de district en district, pour 200 roubles, mais je sais quand même que ma sœur se serait faite le nègre d'un planteur, ou d'un Letton misérable au gage d'un Allemand de la Baltique, plutôt que d'avilir son esprit et son sens moral en se liant, pour toujours, par avantage personnel, avec un homme qu'elle ne respecte pas, et avec qui elle n'a que faire. Et même si M. Lougine était coulé tout entier en or pur, ou taillé dans un diamant, elle n'aurait pas voulu devenir la concubine légale de M. Lougine. Pourquoi consent-elle maintenant? Que cache-t-on ici? Quelle est la solution de la devinette? L'affaire est claire. Pour soi-même, pour son confort personnel,
Même pour sauver sa vie, elle ne se vendrait pas. Mais pour un autre, elle se vend. Pour quelqu'un de cher, d'adoré, elle se vendrait. Voilà en quoi consiste tout notre secret. Pour son frère, pour sa mère, elle se vendrait. Elle vendrait tout. Oh, au besoin, nous saurions comprimer un peu notre sens moral, notre liberté, notre tranquillité et même notre conscience, tout cela à la friperie. Gâcher la vie. Pourvu que ces êtres chers soient seulement heureux, mais ce n'est pas tout. Nous inventerons une casuistique propre. Nous nous instruirons chez les jésuites et, sans doute, nous nous calmerons pour quelque temps. Nous nous convaincrons que c'est réellement ainsi que cela doit être, car la fin est bonne. Voilà comment nous sommes, et tout est limpide comme du cristal. Bien sûr, il s'agit de Rodion Romanovitch Raskolnikov. C'est lui qui est au premier plan. Comment donc elle peut assurer son bonheur, payer ses études, le faire associer dans une entreprise, lui enlever tout souci de l'avenir? Sans doute deviendra-t-il riche plus tard, et terminera-t-il sa vie en homme honorable, respecté, et peut-être même célèbre. Et la mère? Mais il y a Rodia, l'inestimable Rodia, l'aînée. Comment ne pas sacrifier même une telle fille à un tel premier-né? Oh, cœur cher et injuste. Et quoi encore? Sonietchka? Sonietchka Marmeladovna? Sonietchka éternelle? Tant que le monde sera monde. Et ce sacrifice-là, ce sacrifice, vous l'avez bien mesuré? Oui. Est-il à la mesure de vos forces? Sera-t-il efficace? Est-il raisonnable? Conceviez-vous, Donietchka, que le sort de Sonietchka n'est pire en rien que le vôtre avec Monsieur Lougine? Il n'est pas question d'un violent amour, écrit la maman. Et si non seulement il n'est pas question d'un violent amour, mais au contraire, s'il y a déjà de l'aversion, du mépris, du dégoût, alors quoi? Il en sortira que, à nouveau, il faudra observer la propreté. N'est-ce pas ainsi? Comprenez-vous? Comprenez-vous ce que signifie pareille propreté? Comprenez-vous que la propreté Lougine et la propreté Sonietchka, c'est la même chose, et peut-être même pire, plus sordide, plus vile? Car chez vous, Donietchka, il y a quand même le calcul d'un surplus de confort, et là, il s'agit simplement de crever de faim, ou non. Elle coûte cher, bien cher pareille propreté, Donietchka. Et après, si c'est au-dessus de vos forces, vous vous repentirez? Toute la douleur, la tristesse, les malédictions, les larmes, tout cela caché de tous, car, quand même, vous n'êtes pas Marfa Petrovna. Et qu'adviendra-t-il de la mère? Car elle est déjà maintenant inquiète et torturée. Et alors, quand elle verra clair? Et moi? Mais qu'avez-vous donc bien pu penser de moi? Je ne veux pas de votre abnégation, Dunetchka, je n'en veux pas, la maman. Cela ne sera pas tant que je vivrai, cela ne sera pas. Cela ne sera pas, je n'accepte pas. Subitement, il reprit ses sens et s'arrêta. Cela ne sera pas? Et que feras-tu pour que cela ne soit pas? Tu le défendras? Et de quel droit? Que peux-tu leur promettre de ton côté pour avoir ce droit-là? De leur consacrer toute ta vie, tout ton avenir, dès que tu auras fini tes études et obtenu une place? Connu, sors net que tout cela. Et maintenant? C'est tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Ne le comprends-tu pas? Tu les dépouilles toi-même. L'argent, lui, s'obtient au prix de la pension hypothéquée et des Svidrigaïlov. Mais comment vas-tu les protéger contre les Svidrigaïlov? Contre Afanassi Ivanovitch Vakrouchine? Toi, futur millionnaire, toi, Zeus disposant de leur destinée? Dans 10 ans? Mais dans 10 ans, ta mère sera aveugle à force de fichus, et, sans doute, de larmes. Elle aura dépéri à force de jeûne. Et ta sœur? Eh bien, imagine-toi un peu ce qui peut advenir de ta sœur dans 10 ans, ou pendant ces 10 ans. Tu as deviné? Ainsi s'excitait-il et se torturait-il lui-même, non sans quelque délectation. Du reste, toutes ces questions n'étaient ni neuves ni imprévues, mais bien anciennes et maintes fois ressassées. Il y a déjà longtemps qu'elle lui déchirait le cœur. Il y avait déjà très longtemps qu'était née cette angoisse, qu'elle s'était développée, s'était accumulée et, ces derniers temps, elle avait mûri et s'était concentrée
prenant la forme d'un terrible, d'une féroce, d'une fantastique question. Question qui avait harassé son cœur et sa tête, et qui demandait une solution immédiate. La lettre de sa mère l'avait secoué, comme un coup de foudre. Il était clair que ce n'était pas le moment de se livrer à l'angoisse, à la souffrance intellectuelle passive devant l'insolubilité de la question, mais qu'il fallait au plus vite faire quelque chose, agir tout de suite. Il fallait à tout prix se décider à quelque chose ou bien tout à fait renoncer à la vie, s'exclama-t-il, hors de lui-même. Accepter son sort avec résignation, comme il est, une fois pour toutes, tout étouffer en soi-même, renoncer à agir, à vivre, à aimer. Comprenez-vous ? Comprenez-vous, monsieur, ce que cela signifie quand on ne sait plus où aller ? Se rappela-t-il, en pensant tout à coup à la question que Marmeladov lui avait posée la veille, car il faut bien que chacun puisse aller quelque part. Tout à coup, il frissonna. Une idée, l'idée d'hier, repassa rapidement dans sa mémoire. Mais ce ne fut pas l'idée qui le fit frissonner. Il savait bien, il pressentait qu'elle reviendrait nécessairement, et il l'attendait. Et puis, elle ne datait nullement d'hier. La différence était dans ce qu'il y avait un mois et hier même. Ce n'était encore qu'un rêve, tandis qu'à présent... À présent, il ne le voyait plus comme un rêve, mais sous un aspect terrible, totalement inconnu. Il le pressentit. Il ressentit un choc intérieur et sa vue se troubla. Il regarda hâtivement autour de lui, quelque chose lui manquait. Il voulait s'asseoir et chercher un banc. Il était en ce moment au boulevard K, et aperçut un banc à 100 de pas. Il y alla aussi vite qu'il put, mais en chemin il se produisit un incident qui retint pendant quelques minutes toute son attention. En cherchant le banc des yeux, il avait remarqué une femme qui marchait à 20 de pas devant lui, mais son attention ne s'y arrêta pas tout d'abord, comme d'ailleurs elle ne s'attachait à rien de ce qui se passait devant ses yeux. Il lui était arrivé bien des fois, par exemple, de rentrer chez lui, sans se rappeler le chemin suivi, et il ne prenait plus garde à cette inattention. Mais cette femme qui le précédait avait quelque chose d'étrange qui attirait les regards, et son attention se fixa peu à peu sur elle. D'abord, de mauvaise grâce, et avec quelque dépit, et ensuite avec de plus en plus d'intensité. Il voulut tout à coup savoir ce qui, en fin de compte, lui paraissait étrange en elle. C'était probablement une jeune fille, une adolescente. Elle marchait en plein soleil, nu-tête, sans ombrelle et sans gants, et elle balançait drôlement ses bras. Elle était vêtue d'une robe de soie légère, mais celle-ci était bizarrement mise, à peine boutonnée, déchirée derrière, près de la taille. Tout un morceau d'étoffe pendait et flottait. Un petit fichu entourait son cou nu, mais il était mis tout de travers. Enfin, le pas de la jeune fille n'était pas ferme, elle trébuchait et vacillait dans tous les sens. Raskolnikov eut finalement son attention complètement éveillée. Il arriva à sa hauteur, tout près du banc où elle venait de s'affaler dans le coin. La tête renversée sur le dossier, les yeux fermés, apparemment épuisée à l'extrême. Après l'avoir examinée, il vit tout de suite qu'elle était ivre. Cette scène était étrange et atroce. Il se demanda s'il l'avait bien vue. Il avait devant lui un petit visage, très jeune, 16 ans tout au plus, 15 peut-être, un joli, un mince visage de blonde, mais tout échauffé et bouffi. La jeune fille ne semblait plus consciente. Elle croisait les jambes plus qu'il ne fallait. Elle ne se rendait évidemment pas compte qu'elle se trouvait en rue. Raskolnikov ne s'assit pas, mais ne voulant pas partir, resta perplexe devant elle. Ce boulevard était toujours peu fréquenté et maintenant, à 2 heures de l'après-midi et par cette chaleur, il était tout à fait désert. Toutefois, à l'écart, à 15 de pas sur le côté de l'allée, s'était arrêté un monsieur qui, visiblement, voulait aussi approcher la jeune fille dans une intention quelconque. Il l'avait probablement vue également et avait voulu la rejoindre, mais Raskolnikov l'avait gêné. Il lui jetait des regards furieux, essayant toutefois que l'autre ne les remarquât pas, et attendait impatiemment son tour et que le fâcheux déguenillé s'en aille. La situation était évidente. Le monsieur avait 30 d'années, il était gras, pétri de sang et de lait,
Il avait des lèvres roses, de petites moustaches et une mise fort soignée. Raskolnikov s'emporta, se fâcha violemment. Il eut envie de blesser d'une façon ou d'une autre ce dandy grassouillet. Il laissa la jeune fille un moment et s'avança vers lui. « Et là, vous, Svidrigaïlov, que cherchez-vous ici » lui cria-t-il en serrant les poings et en ricanant, les lèvres baveuses de rage. « Que signifie » demanda rudement l'homme en fronçant les sourcils et le prenant de haut. « Fichez-moi le camp, voilà tout. Comment oses-tu, coquin » Et il leva sa canne. Raskolnikov se jeta sur lui, ne s'étant même pas rendu compte que cet homme solide aurait pu maîtriser facilement 2 hommes de sa force. Mais, en ce moment, quelqu'un le saisit vigoureusement par derrière, c'était un agent. « Alors, messieurs, il est défendu de se battre sur la voie publique. Que vous faut-il ? Qui êtes-vous » demanda-t-il à Raskolnikov avec sévérité, après avoir considéré ses haillons. Raskolnikov le regarda avec attention. Il avait une brave figure de soldat, des moustaches blanches et des yeux sensés. « C'est vous qu'il me faut » s'exclama-t-il, le saisissant par la main. « Je suis Raskolnikov, ancien étudiant. »« Vous pouvez le savoir, dit-il, s'adressant au monsieur, et vous, venez, je vais vous montrer quelque chose. » Et il entraîna l'agent par la main, vers le banc. « Voilà, regardez, tout à fait ivre, elle est venue par le boulevard. Je ne sais quel est son milieu, mais il ne semble pas qu'elle soit du métier. Le plus probable, c'est qu'on l'a fait boire, et puis qu'on en a abusé. La première fois, vous comprenez ? Et puis on l'a lâchée, ainsi dans la rue. Regardez comme la robe est déchirée, regardez comme elle en est revêtue. Elle a été habillée, ce n'est pas elle-même qui s'est vêtue ainsi, et ce sont des mains inexpérimentées qui l'ont fait, des mains d'homme, cela se voit. Et maintenant, regardez par là. Ce dandy avec lequel je voulais me battre m'est inconnu. C'est la première fois que je le vois, mais il a aussi remarqué en chemin la jeune fille, ivre, inconsciente. Et il a fortement envie de l'approcher et de l'entraîner. Tant qu'elle est dans cet état-là, c'est certainement ainsi, croyez-moi, je ne me trompe pas. J'ai moi-même vu comme il l'observait et la surveillait, mais je l'ai gêné. Et il attend que je m'en aille. Le voilà maintenant, qui s'est écarté et fait semblant de rouler une cigarette. Comment faire pour l'empêcher d'emmener la jeune fille ? Comment la reconduire chez elle ? Réfléchissez un peu. L'agent avait immédiatement tout compris. L'attitude du gros monsieur était évidente. Il restait la jeune fille. Le vieux soldat se pencha sur elle pour l'examiner de plus près, et une réelle compassion se peignit sur ses traits. « Quelle misère, dit-il, branlant la tête. Tout à fait une enfant. On l'a trompée pour sûr. Écoutez, mademoiselle, se mit-il à appeler, où habitez-vous ? La jeune fille ouvrit des yeux fatigués et hagards, regarda stupidement ceux qui la questionnaient, et fit de la main le geste de les chasser. Voilà, dit Raskolnikov. Il fouilla dans sa poche, sortit 20 kopecks que par chance il avait encore. Voilà, prenez un fiacre et dites au cocher de la ramener à son adresse. Seulement, il nous faut connaître son adresse. Mademoiselle, mademoiselle, recommença l'agent. Ayant accepté l'argent, je prendrai tout de suite un fiacre et je vous reconduirai moi-même. Où désirez-vous aller ? Comment ? Où demeurez-vous ? La paix m'ennuie, murmura la jeune fille. Elle secoua de nouveau sa main. Ah là là ! Comme c'est mal, vous n'avez pas honte, mademoiselle ? Quelle honte ! Il branla de nouveau la tête, apitoyé et indigné. En voilà un problème, fit-il, s'adressant à Raskolnikov. Puis, d'un coup d'œil, il réexamina celui-ci des pieds à la tête. Sans doute lui sembla-t-il vraiment étrange de porter de telles guenilles et de donner de l'argent. « Est-ce loin que vous l'avez trouvée » lui demanda-t-il. « Je vous le dis, elle marchait devant moi sur le boulevard. Parvenue au banc, elle s'y effondra. » Quelle mœurs maintenant de par le monde, mon Dieu, quelle honte ! Si jeunette est déjà ivre. Trompée, c'est bien ça, voilà la robe qui est déchirée, qu'elle débauche par ces temps-ci. Et probablement de bonne naissance, des gens ruinés sans doute. Il y en a beaucoup comme ça maintenant. Elle semble être choyée comme une demoiselle, et il se pencha de nouveau sur elle. Peut-être avait-il aussi des filles comme elle, comme des demoiselles et l'air choyé, avec des allures de jeune fille bien élevées. Ce qui est surtout important, s'inquiétait Raskolnikov, c'est de ne pas la laisser à ce goujat, car il va l'outrager, cela crève les yeux ce qu'il veut,
La canaille, il ne part pas. Raskolnikov parlait haut, en le montrant de la main. L'autre entendit, voulut se fâcher à nouveau, mais se ravisa et se contenta d'un regard plein de mépris. Ensuite, il s'écarta encore de 10 pas et s'arrêta à nouveau. « Ne pas la lui donner, c'est possible, » répondit le sous-officier pensivement. « Pourvu qu'elle dise où la mener, car sinon... »« Mademoiselle, mademoiselle, dit-il de nouveau. » La jeune fille ouvrit brusquement les yeux, comme si elle venait de comprendre quelque chose. Elle se leva du banc et se mit à marcher dans la direction d'où elle était venue. « Ah, les effrontés, ils m'ennuient » articula-t-elle avec le même geste de la main. Elle marchait vite, en vacillant aussi fort qu'auparavant. Le dandy la suivit, sans la perdre des yeux, mais il prit l'autre allée. « Ne craignez rien, je ne le laisserai pas faire, » dit le vieux soldat moustachu avec décision. Et il les suivit. « Quelle dépravation ces temps-ci » répéta-t-il à voix haute, en soupirant. À cet instant, Raskolnikov sentit une impulsion soudaine qui le retourna complètement. « Écoutez un peu, hé là » cria-t-il au vieux soldat. Celui-ci y revint sur ses pas. « Laissez tomber. Pourquoi ? Laissez-le s'amuser un peu. » Il montra le dandy. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» L'agent ne comprenait pas, et il le regardait avec des yeux ronds. Raskolnikov se mit à rire. « Ah !» fit le vieux soldat, et, après un geste de la main, il se remit en route derrière le dandy et la jeune fille, prenant sans doute Raskolnikov pour un fou, ou pour quelque chose de pire encore. « Il a emporté mes 20 kopecks, dit Raskolnikov, avec rancœur quand il fut seul. Qu'il en prenne autant que l'autre, qu'il laisse la fille aller avec lui et que c'en soit fini. Que me suis-je mêlé de l'aider ? Est-ce à moi d'offrir mon aide ? Ai-je le droit de secourir ? Qu'ils s'entre-dévorent, les uns les autres, tous vifs. Qu'est-ce que cela peut me faire ? Et comment ai-je osé me départir de ces 20 kopecks ? Était-il donc à moi ? » Malgré ces étranges paroles, il eut une sensation très pénible. Il s'assit sur le banc resté vide. Sa pensée était éparpillée. Il lui était difficile pour l'instant de concrétiser la maudite pensée. Il aurait voulu oublier tout, s'endormir et puis se réveiller et recommencer sa vie. « Pauvre petite, » dit-il, jetant un coup d'œil sur le coin du banc, à présent inoccupé. Elle reviendra à elle, pleurera ensuite. Sa mère, n'ignorant plus rien, l'abattra d'abord, puis la fouettera douloureusement et ignominieusement, et sans doute la chassera. Et si elle ne la chasse pas, alors l'affaire sera quand même flairée par les Daria Frantzevna, et voilà la petite passant de main en main. Alors, tout de suite l'hôpital, et c'est toujours ainsi avec celles qui ont des mères très vertueuses et qui polissonnent en cachette. Et alors de nouveau l'hôpital, le vin, les cabarets, et de nouveau l'hôpital. Dans 2, 3 ans, la voilà mutilée, après avoir vécu 18 ou 19 ans en tout et pour tout. En ai-je vu ainsi ? Et comment fait-on pour qu'elle soit ainsi ? Ah, après tout, laissons, c'est ainsi que cela doit être. Un certain pourcentage, dit-on, doit s'en aller chaque année. Au diable sans doute, pour rafraîchir les autres et ne pas les gêner. Un certain pourcentage. Ils ont de bien gentils mots, ils sont si apaisants, si scientifiques. On vous dit un certain pourcentage, et il ne faut donc plus s'en préoccuper. Si, parfois, on employait un autre mot, alors ce serait peut-être plus inquiétant. Et qu'arriverait-il si Dunietchka tombait dans le pourcentage ? Si pas dans celui-ci, dans un autre ? Mais où vais-je ? Se demanda-t-il brusquement. Bizarre, je suis bien sorti dans un but. Après avoir lu la lettre, je suis sorti. J'y suis. J'allais chez Razumikine dans l'île de Vassili. Maintenant, je me rappelle. Mais pourquoi faire, en somme ? Et de quelle manière cette idée d'aller chez Razumikine m'est-elle venue juste à ce moment ? C'est étrange. Il s'étonnait lui-même. Razumikine était un de ses anciens camarades d'études. Il était remarquable qu'à l'université, Raskolnikov n'eut presque pas d'amis. Il évitait tout le monde, n'allait chez personne, n'aimait pas recevoir. Du reste, tout le monde se détourna rapidement de lui. Il ne participait ni aux réunions, ni aux conversations, ni aux amusements, ni à rien. Il travaillait beaucoup, sans se ménager.
Et on le respectait pour cette raison, sans l'aimer. Il était très pauvre, dédaigneux, fier et peu communicatif, comme s'il gardait quelques secrètes pensées. Nombre de ses camarades trouvaient qu'il les considérait comme des enfants, de haut, et comme s'il leur était supérieur en développement intellectuel, en sciences, en conviction, et qu'il traitait leurs idées et leurs intérêts comme quelque chose d'inférieur. Quelle raison s'était-il lié avec Razumikin ? Lié n'est pas le mot, mais il était simplement plus communicatif et plus ouvert avec lui. D'ailleurs, il était impossible d'avoir d'autres relations avec Razumikin. C'était un garçon extraordinairement gai et expansif, bon jusqu'à la candeur. Du reste, sous cette simplicité se cachait de la profondeur et de la dignité. Les meilleurs, parmi ses camarades, le comprenaient, tout le monde l'aimait. Il n'était pas bête du tout, quoique, en effet, parfois un peu naïf. Son aspect était expressif, grand, maigre, toujours mal rasé, noir de cheveux. Parfois, il se déchaînait et passait pour un Hercule. Une fois la nuit, en joyeuse compagnie, il étala d'un coup de poing un agent de près de 6 pieds et demi de haut. Il savait boire sans frein, mais il savait ne pas boire du tout. Parfois, il polissonnait au-delà des limites permises, mais il pouvait s'en abstenir tout à fait. Razumikin était encore remarquable par le fait qu'aucun insuccès ne le troublait jamais et qu'aucune circonstance fâcheuse ne semblait lui peser. Il pouvait loger, fût-ce sur le toit, souffrir une faim infernale et un froid extraordinaire. Il était très pauvre et ne subvenait à lui-même, se procurant de l'argent par des travaux. Il connaissait une foule de sources et il pouvait puiser de l'argent en le gagnant, bien entendu. Une fois, il ne chauffa pas sa chambre pendant tout un hiver et assura que c'était plus agréable ainsi car, dans le froid, l'on dort mieux. Actuellement, il avait été forcé de quitter l'université, mais pas pour longtemps, et il se hâtait, en travaillant de toutes ses forces à redresser la situation pour pouvoir continuer ses études. Raskolnikov n'était plus venu chez lui depuis bien 4 mois, et Razumikin ne savait même pas où il demeurait. Une fois, il y a 2 mois, ils s'étaient rapidement croisés en rue, mais Raskolnikov se détourna et passa même sur l'autre trottoir pour qu'il ne le remarquât pas. Razumikin, quoique l'ayant bien vu, passa outre, ne voulant pas humilier son ami. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!